Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 3 avril 2019 et aujourd'hui, le vice-premier ministre chinois se rendra à Washington pour la reprise des négociations commerciales. Du coup, il y a plutôt de l'optimisme, surtout qu'on a eu un rapport publié par The Financial Times et qui a été relayé par Reuters, qui indique que, les deux parties seraient très très proches d'un accord. Il n'y a que finalement il n'y aurait que le mécanisme comment dire pour approuver tous ces toutes ces négociations et pour les faire pour les maintenir, pour les contrôler et notamment la levée des sanctions américaines contre les marchandises chinoises qui seraient les deux points noirs encore de ces négociations. Donc en clair, la Chine aimerait voir la levée des négociations commerciales une fois l'accord commercial signé, chose que pour le moment les Américains ne sont pas relativement prêts. Et côté États-Unis, les États-Unis souhaitent un contrôle des procédures qui ont été négociées, qui sont négociées et qui pourraient être conclues. Un contrôle de ces que tout est bien respecté, chose que a priori, c'est compliqué à faire approuver. Donc voilà, mais sinon relativement proche des négociations commerciales, et ce qui permet bien de créer un certain optimisme malgré le flou concernant le Brexit. Alors on a Theresa May qui serait prête à demander à l'UE un court report du Brexit, un nouveau court report du Brexit, afin de trouver un compromis de l'accord commercial avec le parti travailliste, puisque Theresa May semble s'approcher du parti des travaillistes pour justement tenter de trouver un compromis et faire passer son accord de divorce afin d'engager le Brexit. Alors, pourquoi il y a des confrontations entre le parti des travaillistes et les conservateurs? Eh bien, le parti des travaillistes souhaite un Brexit beaucoup plus doux. D'accord. Donc l'accord de Theresa May devrait être revu, ou en tout cas, voilà, il devra avoir des obligations pour que le Parti travailliste accepte de soutenir Theresa May. Voilà, donc avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement gage sur les risques. Le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour François, bonjour moi, j'espère que vous allez bien, Gérard, Cornel, Edwin que je salue également, Frédéric, Denis et Raymond de même, bien le bonjour à vous Raymond, Philippe, bonjour. Alors Philippe qui demande, alors après avoir raté toute cette hausse historique, l'analyse technique est-elle remise en question devant l'analyse fondamentale puisqu'on passe dans l'euphorie? Alors je ne parle plus de Barthez qui réduit. Alors pour le moment, c'est plutôt l'analyse fondamentale qui pour le moment, on va dire, en tout cas en fin décembre, ne pouvait pas justifier un rallye haussier. L'analyse technique, ça dépend ce qu'on appelle par analyse technique. Concrètement, le signal du VIX, vous savez, c'est la stratégie que je répète régulièrement, que je vous ai présentée en novembre et qui est disponible en replay sur YouTube. Ça, c'est l'analyse technique, puisque c'est l'étude des prix. Tout ce qui est lié à l'étude des prix, on peut considérer que c'est l'analyse technique. D'accord? C'est pas que les patterns. Donc, le VIX, la stratégie VIX, c'est l'analyse des prix, et ça a donné un signal d'achat. C'est pour ça que l'analyse technique n'est pas remise en question. L'analyse fondamentale, après, il y a des croyants, chacun a ses propres croyances. Vous voyez, si vous allez voir quelqu'un, un expert en macroéconomie ou en économie, il va donner beaucoup moins d'importance à l'analyse technique que un analyse technique, comme moi ou d'autres personnes. Vous voyez. Donc après, chacun a ses croyances dans les marchés, chacun a ses préférences. Donc pour ma part, l'analyse fondamentale est beaucoup moins précise que l'analyse technique. Et l'analyse technique donnait un signal d'achat le 26 décembre, rappelez-vous. D'ailleurs, on l'avait dit en live.
D'accord, on l'avait dit en live. Je vous invite à revoir le webinaire, enfin ce webinaire qui est disponible en replay, mais du 26 novembre, donc sur YouTube, 26 décembre, pardon. Et vous verrez que nous avions parlé de ce signal. Donc l'analyse technique n'est pas remise en question. C'est une excellente question, Philippe. L'analyse fondamentale, alors maintenant on a les justifications. Voilà, je vais vous faire voir en un graphique que j'ai tweeté hier et qui est très très intéressant. Je l'ai vu passer. C'est celui-ci. C'est le graphique qui résume la situation des marchés depuis le début de l'année. On a en rouge, alors déjà en vert, le MSCI World, d'accord. En rouge, le Citi Economic Surprise Index. Donc en fait, cette courbe en rouge que ça représente, c'est un indicateur de Citi qui en fait représente eh bien les surprises économiques. Si on a des bonnes surprises, si on a de la bonne macro, enfin si on a une macro qui surprend à la hausse, cette courbe cette courbe en rouge est haussière. Si on a plus de déceptions, alors la courbe est baissière. Donc on voit que d'un point de vue macro, depuis longtemps, il y a plutôt des déceptions dans le monde, puisque là c'est le global, vous voyez, mais on a une décorrélation depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, on a l'Economic Surprise Index qui descend, surtout même en fait depuis la fin janvier, alors que en fait ce qui soutient les marchés, c'est la courbe en bleu, c'est le Global Money Supply, donc c'est la masse monétaire mondiale. Masse monétaire mondiale qui est haussière. Donc retour des politiques monétaires accommodantes des banques centrales, tout simplement. C'est ce qui soutient, les marchés. Alors Philippe qui dit, on voit bien que tout cela est fait pour éviter une récession et cela marche bien pour l'instant. On peut même avoir le contraire. Exactement Philippe, exactement. C'est un peu comme enfin moi ça me fait penser un peu comme en 2015. On avait une croissance américaine qui était quasi flat. Vous voyez, et finalement on n'a pas eu la récession. On a eu une fausse récession. Où peut-on trouver cette courbe? Alors la courbe en rouge, il vous faudra probablement un terminal Reuters ou Bloomberg. Je ne sais pas si elle est disponible sur Google en grand public. En bleu, alors je ne sais pas où on peut la trouver. À mon avis, c'est pareil, c'est sur des terminaux spécialisés comme Bloomberg ou Reuters. Je n'ai pas cherché, mais sinon, il va falloir calculer par soi-même. Donc, il va falloir chercher tous les M2, M2 ou M1, ça dépend les zones économiques des banques centrales. Alors, hier, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Wall Street qui a clôturé dans un ordre dispersé. Alors, on a les techs qui ont surperformé, mais finalement, le S&P a clôturé à l'équilibre. Le Dow a clôturé dans le rouge. Le VIX est resté stable. Le Dixie également. Ce matin, qu'est-ce qu'on a? On a une baisse du yen. On a les actions qui progressent. Le Nikkei qui prend 0,87%. Le MSCI Asie-Japon qui a un plus haut de 6 mois et qui prend 0,78. Le Brent qui est en hausse. Bref, on a de l'appétit au risque ce matin. Le gold est en légère hausse puisqu'on a une baisse du dollar. Donc on a plutôt de l'appétit au risque. Et le calendrier économique, vous constaterez que l'attention des investisseurs se portera sur les PMI, même si c'est les PMI définitifs. Donc c'est pas les flashs. Donc concrètement, il y aura peu de volatilité qui y sera produite. Donc PMI composite au Royaume-Uni à 10h30, 11h vente au détail de la zone euro, ce sera important. Et ensuite PMI ISM non manufacturier à 16h. Donc là, c'est pas des PMI définitif puisqu'on n'a pas de flash sur l'ISM. Donc là, ce sera important de surveiller à 16h le PMI non manufacturier. Alors on va commencer donc sur les indices avec le CAC 40. CAC 40 5462, gap haussier, voilà, ça gap à la hausse depuis le début de semaine, regardez. Alors vendredi, alors là, pardon, on n'a pas de gap baissier. Ah pardon, c'était le 5 mars. En 4 heures, donc vous voyez, vendredi on gap à la hausse, mardi à l'équilibre, et ce matin on gap encore à la hausse. Et c'est toujours comment dire, l'optimisme sur le commerce qui permet ces gaps. Voilà, donc gap haussier. Alors même topo que la dernière fois, on a eu un gap. Je m'attends à une petite correction de ce gap. Voilà, on a un gap quand même assez important.
plus important, plus ça va être compliqué qu'on le comble. 0,67%, c'est un beau gap. Donc voilà, je pense qu'on peut s'attendre à un comblement de 50%, donc un retour à 5440 en intraday, avant d'éventuellement repartir en hausse. Ça dépendra beaucoup des news sur le Brexit, mais surtout des négociations commerciales qui reprennent à Washington aujourd'hui, je le rappelle. Mais voilà, en journalier, on voit que c'est clairement boule. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances consécutives de hausse sur le CAC 40, c'est énorme. Là, c'est direction 5500. Voilà, là, c'est 5005, voire peut-être plus. Par moment, il n'y a pas de signaux baissiers, hein. On en avait un à la rigueur ici. On avait de quoi être mis enfin, cette hausse avait de quoi être mise en question, même si voilà, on n'avait pas le RSI qui avait clôturé en dessous de 50 et c'était une condition indispensable, rappelez-vous. Mais là, bon, c'est boule. Voilà, y a rien à dire. C'est haussier. Et le S&P vient plutôt valider cette observation puisqu'il est haussier. Vous voyez que ce support, il tient. Rappelez-vous, la semaine dernière, avec Vincent, nous avions parlé d'achat depuis voilà, seuil d'invalidation ce support. Donc, on était proche de celui-ci, hein. On avait un beau ratio securement. Et pour le moment, c'est plutôt satisfaisant. En plus, on avait le signal du VIX. Rappelez-vous, c'était lundi ou mardi de la semaine dernière. Je ne sais plus exactement. C'était lundi à la clôture, puisqu'on avait parlé le mardi matin. Vous voyez, signal du VIX, pareil, c'est boule. Donc voilà, là c'est boule. 2177, on teste une résistance importante. Si on a breakout, ça sera objectif 2941. Je rappelle, pour mettre dans le contexte, qu'est-ce qui soutient la bourse? Encore une fois, c'est le retour des politiques monétaires accommodantes. C'est ça qui vient tout d'abord soutenir la bourse. On a, dans un deuxième temps, la spéculation des investisseurs sur un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Ça aussi, ça vient euh, réconforter, et bien, enfin soutenir la bourse tout simplement, le S&P. Donc c'est ces deux facteurs, en tout cas selon moi, qui viennent soutenir les marchés financiers, les valeurs risquées depuis le début de l'année. Un, le retour des politiques monétaires accommodantes des banques centrales, et deux, la spéculation des investisseurs sur un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Alors, Lucas, actuellement, le graphe est de zéro edge. Oui, tout à fait, le graphe est de zéro edge. Zero Edge qui est un compte Twitter. Si vous êtes sur Twitter, je vous invite à suivre le compte Zero Edge qui publie du contenu assez intéressant. Par contre, c'est en anglais, donc il faut parler un minimum anglais. Philippe qui dit, c'est normal que le surprise index est tronqué par les banques mondiales et la nouveauté de cette bourse qui bat ses records. Alors non, justement, le surprise index n'est pas tronqué. Surprise index, c'est les surprises économiques, macroéconomiques. Donc les banques centrales n'ont pas d'impact direct sur les chiffres macroéconomiques. Voilà, donc le surprise index n'est pas tronqué. Et c'est pour ça qu'on a une décorrélation. Le surprise index, il est baissier. Et si on n'avait pas eu le retour des banques centrales, il y a de fortes chances que le S&P, enfin que les marchés américains ou que les marchés même actions ne bien finalement soient plutôt baissiers. Philippe qui dit, alors on a par ailleurs des PMI européens pas terribles et aucun effet exactement, parce que les conditions de marché ne sont pas extraordinaires en ce moment. Si elles sont extraordinaires. Voilà, normalement, on a les marchés actions qui sont énormément corrélés à Society Economic Surprise Index. Cet indice, voilà, les indices boursiers sont énormément corrélés à la macro. Sauf que depuis le début de l'année, on a le retour des banques centrales. Et ça c'est un élément de soutien énorme au marché. Donc c'est pour ça qu'on a une décorrélation. Normalement, les marchés n'auraient pas dû progresser autant si les banques centrales n'étaient pas revenues à la rescousse. Donc voilà, S&P, c'est bull jusqu'à 2941. Bien évidemment, le breakout au-dessus des 2177 nous réconfortera, mais voilà, c'est pour ceux qui sont à l'achat depuis ce niveau de support, c'est bull. Voilà. Là, pour moi, stratégie dans une tendance haussière, faut acheter les creux. Alors, il y a un moment où il va y avoir un sell-off, parce qu'on va pas pouvoir continuer avec ce momentum éternellement. Vous voyez que si on continue
comme cela, avec ce momentum, on ferait une performance mirobolante cette année sur le S&P. Ce serait quelque chose comme, alors, vous voyez, 2020. Donc là, j'utilise la régression linéaire. Vous voyez, du 2 janvier, on ferait une performance de 57%, ce qui n'est jamais vu sur le S&P. Donc, on ne va pas s'attendre à une performance aussi importante. On ne va pas aller chercher 4000 points. On ne va pas passer de 3000 à 4000 en un an. Vous voyez. Donc, voilà, va falloir, cette performance ne se continuera pas éternellement. Et d'ailleurs, on le voit, de toute façon, l'angle, je pense que tout le monde voit l'angle. Regardez les sommets. Alors là, on est en train de faire un nouveau, mais vous voyez que globalement, ça commence à s'aplatir. L'angle commence à s'aplatir. Donc voilà, patience pour les bearish, mais pour moi, il n'y a pas de signaux bearish. Pour avoir un signal bearish, faut soit vendre une résistance majeure, ou soit faut qu'on casse un support majeur. Donc là, un support majeur, c'est lequel? C'est celui-ci. Donc vous voyez, on a quelques-uns, on n'a pas beaucoup de supports majeurs. On a celui-ci, on a celui-ci, nous avons celui-ci et celui-ci. Mais pour le moment, vous voyez, là, c'est quoi? C'est sommet creux, sommet creux, sommet creux, sommet creux. Donc vous voyez que la tendance elle est haussière. Le sell-off risque de commencer avec le résultat des entreprises qui arrivent. Alors peut-être, ça dépend de la micro, ça va dépendre des attentes. Peut-être que ça va être le catalyseur. Peut-être que ça va être. En tout cas, moi techniquement, j'ai pas de signaux baissiers. Mis à part le fait qu'on a toujours cette divergence qui est en place, le RSI n'est toujours pas passé sous 50. Donc tant qu'il n'est pas passé sous 50, voilà, il n'y a pas de quoi s'affoler. Voilà, donc marché action, c'est bullish, même en intraday. Au niveau du FX, l'eurodoll, alors l'eurodoll, j'ai l'impression qu'il commence à, vous voyez, à rebondir. Alors c'est peut-être une fausse croyance, mais regardez, 4 heures, je vois un momentum qui commence à s'aplatir, même si on a eu un petit, on n'a pas de divergence, bon, il y a eu un petit creux ici. On voit qu'on n'a plus réellement de baisse sur l'euro dollar. Pour le moment, ce support il tient. Donc c'est qui tout double. Ce support, c'est qui tout double. Les 1,12, 1,12, 1,11,75, voilà. Comme vous le savez, ici, on est au dernier support finalement. Parce que si on casse ce support, c'est direction 1,10. Donc d'un point de vue ratio rendement, ça me semble assez intéressant de passer à l'achat à 1,12,15. Maintenant, à court terme, l'euro-doll est à la merci du Brexit. Parce que si on a un Brexit avec accord, voilà, un soft Brexit, ça va soutenir la livre qui va être payée face au dollar. Le dollar va être sous pression. Ça va faire monter l'euro. Par contre, à l'inverse, et c'est ce qu'on a en ce moment, si on a des informations plutôt négatives concernant le Brexit, le GBP sera vendu. Ça va faire pression sur l'euro également face au dollar. Donc l'euro-dollar, c'est du GBP USD à court terme. Voilà. Donc là, GBP, ça rebondit. C'est pour ça que l'euro-dollar, on peut s'attendre à un rebond. Au niveau de l'USD-Yen, alors l'USD-Yen poursuit sa hausse, ce qui montre bien qu'on a de l'appétit au risque, parce que tant que l'USD-Yen est haussier, on a plutôt, enfin c'est un bon baromètre l'USD-Yen. C'est synonyme d'appétit au risque. Donc là, voilà, c'est boule. L'objectif théorique, je rappelle, l'objectif théorique, il est à 111,70 de cette épaule tête épaule inversée. On voit que le RSI commence à s'aplatir, on commence même à avoir une toute petite divergence, mais encore une fois, le RSI, ouais, il est à 70, il est presque dans un zone de surachat, donc c'est pas le moment de passer à la vente. On passe à la vente quand on passe sous 50. Donc là, c'est encore beaucoup trop tôt. Pour ceux qui cherchent à vendre l'USD Yen, on peut encore attendre. Ça se trouve, l'USD Yen va aller chercher 111,70, voire même 112 avant de baisser. Donc voilà, USD Yen toujours boule, Eurodoll, je commence à m'intéresser aux positions longues, même si pour le moment il n'y a pas de signaux d'achat, on n'a qu'un rebond du RSI, donc voilà, c'est assez risqué de passer à l'achat, même si ça peut se justifier compte tenu du fait qu'on est sur un niveau de support majeur. Sur l'USD Yen, sur le DXY, pardon,
Sur le DXY, on a un renversement. Pourquoi bien? C'est le GBP. GBP, il fait pression sur le DXY. En daily, on voit qu'on s'approche des plus hauts de 2018 à 97. Donc la prudence, on est peut-être à une séance. Alors je me remets en journalier, excusez-moi. Ici, en intraday, on avait une belle baisse, finalement on a clôturé en hausse. Ici également, belle baisse, on a clôturé en doji. Donc là, vous voyez qu'on est dans de l'indécision. On n'est pas vraiment dans de la baisse, on est dans de l'indécision. USD CAD, ça consolide. Pas grand chose à dire. Voilà, je pense que l'objectif théorique du double bottom, clairement à remettre en cause, puisque là, normalement, on aurait dû y être. Donc là, le marché décide plutôt de consolider. Donc ça revient à mettre un petit frein, en tout cas, à cet objectif haussier. Tant qu'on est dans ce range, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire sur l'USD CAD. Au niveau de l'or, 1291. Alors, est-ce qu'on a fait le point bas? Bien, comme vous le savez, ça a beaucoup dépendre du dollar. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en 4 heures, on a une belle div. Je pense que tout le monde la voit. Creux de plus en plus haut, alors que sur le prix, ils sont de plus en plus bas. Par contre, je le répète encore et encore, mais le RSI n'a pas croisé 50. Donc, voilà, c'est assez risqué de passer à l'achat. Il faut attendre le croisement de 50 pour qu'on valide, pour qu'on puisse exploiter cette divergence. Si le RSI clôture au-dessus de 50, si le RSI 4 heures clôture au-dessus de 50, bien voilà, on pourra aller chercher 1300, puis potentiellement les plus hauts de la semaine dernière vers 1325. Pour le moment, rien ne nous dit qu'on ne va pas avoir une nouvelle baisse du prix en dessous du récent plus bas. Donc, encore un petit peu de patience sur l'or. Peut-être que ça a sanctionné aujourd'hui, peut-être qu'on va avoir le signal haussier aujourd'hui, peut-être que nous l'aurons demain, peut-être que nous ne l'aurons pas, mais voilà. En tout cas, on a une belle diff, c'est à surveiller. Alors, au niveau du Brent, bon, Brent c'est boule, hein. Voilà. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'était le WTI. Le WTI lundi a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, donc signal d'achat. Hier, on a inscrit un nouveau plus haut, ouais, depuis le 6 novembre. Et le Brent a confirmé, puisque le Brent a, alors non, il n'a pas confirmé, mais là on est en train de tester la moyenne mobile à 200. Si on clôture au-dessus, ça confirmera le signal haussier du WTI. On pourrait voir une accélération haussière du prix, l'objectif des ETE. Je rappelle, c'est les prochains objectifs théoriques sur le Brent. Le Brent qui est quand même à un plus haut depuis le 12 novembre. Plus haut depuis le 12 novembre sur le Brent. Donc voilà, c'est bullish pour les cours de pétrole. Pétrole, c'est boule. Donc ça vient soutenir les devises commodities, l'AUD, le CAD. L'AUD yen d'ailleurs, qui revient, vous voyez, qui rebondit aujourd'hui, direction, c'est 80. 80, ça va être la résistance. À 80, ça va être une résistance pour l'AUD yen, mais également pour tous les actifs risqués. Intéressant tweet de Baradez que je souhaite partager avec vous, c'est la corrélation que je vous avais déjà fait voir, mais entre le cuivre et les indices chinois, et même les indices mondiaux. Le cuivre, dans le webinaire éducatif de la semaine dernière, je vous avais parlé du fait que le cuivre, c'est un baromètre d'appétit ou d'aversion au risque. Le cuivre, les banques centrales ne peuvent pas tricher. Ils peuvent pas acheter ils vont pas acheter du cuivre. Il n'y a aucun intérêt à ce que les banques centrales commencent à acheter du cuivre. Donc le cuivre, tout comme la UDIN, c'est un baromètre qui est qui n'est pas manipulable, on va dire, par les banques centrales. En tout cas, beaucoup moins. Surtout le cuivre. Donc le cuivre, on voit que il s'est stoppé depuis la mi-février. Il n'inscrit pas des nouveaux plus hauts. Ça, c'est un signe comme quoi la hausse qu'on a actuellement, voilà, la hausse on a une hausse des marchés actions, c'est clair. Techniquement, voilà, c'est haussier, donc on va pas s'amuser à passer à la vente. Mais on voit très clairement que bien l'AUD yen a terminé son rebond depuis début février.
et que le cuivre a terminé depuis voilà, enfin plutôt la fin février. Il n'y a que les marchés actions qui continuent à être haussiers. Alors que normalement, ces trois actifs sont plutôt corrélés. Donc le cuivre, consolidation, si on a un breakout au-dessus des 65-60, ça sera un signal haussier pour le cuivre, mais également pour toute la classe d'actifs, déjà des métaux industriels, mais également des actifs risqués, dont les indices. À l'inverse, si on a une réintégration de ce range, comme on avait eu, vous voyez, il y a quelques jours, quelques séances, ce sera un signal baissier. Alors, objectif pour le SDN, c'est l'objectif de l'ETE, donc c'est 111,70. Maintenant, Raymond, il n'y a pas de stratégie d'achat au prix actuel. Enfin, voilà, c'est trop risqué. Il fallait passer à l'achat lors de la validation de l'ETE. Mais là, concrètement, vous allez chercher potentiellement, euh, allez, vous allez chercher une vingtaine de points. Ouais, une vingtaine de pips, c'est pas grand chose. Donc là, il n'y a pas de stratégie d'achat au prix actuel. Alors le Bitcoin, on parle du Bitcoin, donc je vais faire un petit point sur le Bitcoin, qui est en effet assez intéressant puisqu'il a bien rebondi. D'ailleurs, tous les crypto-monnaies ont rebondi. Regardez le Bitcoin, 5000 dollars. Bien évidemment, le rebond était inattendu. Hein. Rebond. Bah, on casse. Alors, ce qui sera important, en plus, ce qui est important, déjà, il y a deux choses importantes. Déjà, on casse une oblique. Mais la seconde chose importante, c'est que le chandelier journalier, malgré la hausse de, je sais plus c'était combien de pourcents, alors c'était peut-être 30, 17% le chandelier, mais du plus bas au plus haut avec la mèche, c'est du plus 20, pardon. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le chandelier a clôturé proche de ses plus hauts. Alors que normalement, quand on a des mèches, enfin des hausses aussi importantes dans l'intraday, on voit que c'est vite corrigé. Vous voyez ici, attendez, encore mieux, on va mettre l'indicateur ROC, Rate of Change, donc le taux de changement. Alors, si ça veut bien s'ouvrir. Taux de changement, on va se mettre sur une journée. Alors décidément, une période. Voilà. Et vous voyez qu'on a la meilleure séance de hausse du Bitcoin depuis un certain temps quand même, hein, depuis le 8 décembre. Meilleure séance de hausse depuis le 8 décembre. 2017, pardon. 8 décembre 2017. Donc voilà. Et vous voyez qu'on n'a pas eu beaucoup de mouvements comme celui-ci dans l'histoire. Hein. On a eu également en juillet 2017, on a également eu en août 2015 et en janvier 2015. Vous voyez, c'est la cinquième meilleure performance du Bitcoin depuis 2015. Bref, on clôture proche des plus hauts, ce qui est une information plutôt positive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu finalement d'essoufflement du momentum en intraday. Donc c'est un signal plutôt haussier. Maintenant on teste 5000. Bon, 5000 c'est un niveau de résistance quand même assez important. Si on a le breakout, dans ce cas ce sera direction 6000. Mais là pour le moment, les perspectives me semblent assez limitées. En plus on a une grosse div. Regardez, grosse div. Si on passe sous 50, va falloir s'attendre à un retour à ce niveau de prix. Enfin, si le RSI passe sous 50, le RSI horaire, on vient chercher 4700. Alors, question de Philippe, avec ce niveau de CAC, pensez-vous que les actionnaires importants vont en général vendre un peu leur portefeuille vu la baisse de l'année dernière, remonter leur stop ou surpondérer? Alors,
Alors déjà, les actionnaires, ils ont des périodes pour pouvoir acheter ou vendre. Donc, quand il y a période des résultats, ce n'est pas possible. Enfin, non, ce n'est pas possible pour l'entreprise d'acheter ou de vendre. C'est possible pour les personnes qui travaillent dans le comité ou dans les entreprises. Donc, déjà, un actionnaire peut pas vendre n'importe quand. Ça, faut le savoir. Enfin, un actionnaire, pardon, qui travaille, excusez-moi. Un actionnaire qui travaille dans l'entreprise. Par exemple, si vous travaillez dans une société cotée en bourse et que votre poste est, comment dire, considéré, enfin, vous connaissez les résultats de l'entreprise, enfin voilà, vous êtes proche des résultats, vous ne pouvez pas vendre à n'importe quel moment vos actions si vous en avez, enfin vos actions de l'entreprise, d'accord? Et après, je ne sais pas s'il y a des actionnaires qui vont commencer à vendre. Ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans leur tête. Voilà, je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire si ils vont commencer à vendre parce que le CAC est haut. Je ne pense pas. Maintenant, vous voyez, moi, je ne suis pas à leur place, donc voilà, je peux pas vous donner une opinion vraiment très solide là-dessus. Donc voilà, écoutez, pour ce point de marché, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Donc en conclusion, haussier, marché action, euh, on est peut-être au début d'un renversement du dollar et donc d'une hausse de l'euro et du GBP, même si ça va beaucoup dépendre des news sur le Brexit, puisque c'est les news du Brexit qui font varier le GBP et le dollar de façon drastique à court terme. Donc c'est le Brexit, pour le Forex, c'est le Brexit à court terme. Forex, c'est le Brexit, indice, c'est les banques mondiales, les banques centrales. Voilà, si je devais résumer la situation, pour le moment, c'est comme ça. À quand les prochaines news sur Brexit? Ben, enfin, ça tombe toutes les heures, hein. Toutes les heures, il y a une news. Maintenant, elle est plus ou moins importante. Mais si vous regardez le GBP, il prend 1% un jour, il perd 1% le lendemain, il reprend 1% l'autre journée. Enfin bref, le GBP, finalement, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de tendance sur le Forex depuis quelques séances, quelques semaines. On n'a pas vraiment de tendance parce que, voilà, ça fait des va-et-vient. Je ne vois pas l'ETE sur l'USDN, nous dit Raymond. Alors, l'ETE, regardez. L'épaule, la tête, l'épaule, la ligne de cou. Voilà, donc ETE inversé, en effet. Alors, donc, on me demande pour le DAX. Alors, le DAX. Alors, oui, mais les marchés ne s'occupent pas du Brexit, excusez-moi. Alors, les marchés, sauf le Forex. Il n'y a que le Forex qui, voilà, qui est, comment dire, qui est influencé par une news sur le Brexit. On le voit à l'image du GBP. Et le GBP, s'il est vendu, il y a bien une contrepartie. D'accord? Ça n'existe pas, le cash. Vous restez pas en cash sur le Forex. Ça n'existe pas. Si vous vendez une devise, vous en achetez une autre. C'est obligatoire. Donc, si le marché vend du GBP, il achète quelque chose d'autre. C'est obligé. C'est pas comme des actions. Vous pouvez vendre des actions et rester en cash. Mais en fait, quand on reste en cash, on reste sur des devises. D'accord? Quand on dit on reste en cash. Donc, on peut pas rester en cash sur le forex. C'est-à-dire que si vous avez une position sur l'euro, si vous souhaitez vendre vos euros, vous allez vendre vos euros contre quoi? Vous allez vendre vos euros contre des devises. Donc, voilà, il y a que le forex où, enfin, le Brexit a réellement des impacts pour le moment, en tout cas. Donc, voilà. DAX, c'est haussier. On réintègre d'ailleurs le biseau. Là, c'est direction 11 920, puis 12 000. Voilà, donc pas grand-chose de nouveau finalement. L'attention des investisseurs se portera sur les négociations commerciales qui reprennent à Washington aujourd'hui, sur le Brexit dans le fond. Mais voilà, concrètement, c'est surtout les négociations commerciales qui dicteront la séance d'aujourd'hui. Même s'il y a peu de chances qu'on ait des annonces aujourd'hui. À mon avis, ça tombera plutôt demain, comme d'habitude. On a la reprise des négociations le mercredi et on a des news le jeudi et le vendredi. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour ma prochaine revue des marchés.